On l'appelait le boucher de Chicago. Un homme qui ne tremblait jamais, ne pardonnait jamais et n'oubliait jamais. Mais la nuit où Lorenzo Moretti rentra chez lui avec 3 heures d'avance, l'arme dans son étui ne lui servit à rien. Ce n'était pas un assassin qui l'attendait dans l'obscurité, mais la seule personne qu'il n'avait jamais regardée 2 fois. Nous travaillons avec des moyens très limités et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et continuer à créer d'autres histoires. Merci pour votre soutien. Lorsque la femme de chambre posa la main sur la poitrine du don de la mafia et murmura « Restez silencieux ». Il ne comprit pas que sa vie telle qu'il la connaissait venait de prendre fin. Ce qu'il entendit ensuite dans la pièce voisine ne lui brisa pas seulement le cœur. Cela lui glaça le sang. Vous croyez connaître la trahison, vous n'en avez aucune idée. À Chicago, la pluie ne lavait rien. Elle ne faisait que rendre la saleté plus glissante. Lorenzo Enzo Moretti regardait les essuie-glaces de sa Rolls-Royce Phantom blindée fendre le déluge. Il était 2 heures du matin. Il n'était pas censé se trouver sur Lakeshore Drive. Il devait être dans un hangar privé à Teterboro, en train de négocier une trêve avec les 5 familles de New York. Mais l'instinct qu'il avait gardé en vie pendant 34 ans l'avait averti. Ce même instinct qui lui avait valu le titre de Capo dei Capi lui avait hurlé de partir. La réunion sonnait faux. L'air était trop immobile, les poignées de main trop moites. Alors il avait disparu. Il avait pris un avion privé pour rentrer dans l'Illinois sans prévenir personne. Même pas Bruno, son chef de la sécurité. « Ne passe pas par le portail principal », ordonna Enzo à son chauffeur, un géant muet nommé Kyle. « Dépose-moi à l'entrée de service côté nord. Éteins les phares. » Kyle hocha la tête, les yeux balayant les rétroviseurs. La voiture glissa en silence sur l'asphalte, trempée de la longue allée menant au domaine Moretti. Le manoir était une forteresse de calcaire et d'architecture gothique, dressée contre le ciel d'orage comme une bête dormant d'un seul œil. Enzo était épuisé. Son épaule gauche le lançait là où une balle l'avait effleuré 6 mois plus tôt, rappel constant du prix de la couronne. Il voulait seulement un scotch, une douche brûlante et se glisser dans le lit à côté de sa femme Camilla. Camilla, la fille du sénateur, la femme qui avait apporté une légitimité à son nom impitoyable. Il descendit de la voiture et la pluie détrempa aussitôt son manteau en cachemire. Il fit signe à Cal de faire le tour et d'attendre. Enzo composa le code sur le clavier de l'entrée des domestiques, 1904-25, son année de naissance. Simple, arrogant. La porte s'ouvrit avec un déclic. La cuisine était sombre, éclairée seulement par la faible lueur bleutée du réfrigérateur Sub-Zero et par les éclairs qui zébraient l'extérieur des immenses fenêtres. D'ordinaire, la maison était silencieuse, mais ce silence-là était lourd sous pression. La main d'Enzo glissa vers le Beretta coincé à sa ceinture. Il traversa les sols de marbre, ses semelles, en cuir italien, ne produisant aucun bruit. Il était un prédateur sur son propre territoire. Il tendit la main vers la poignée de la porte qui menait au grand couloir, mais avant que ses doigts n'effleurent le laiton, une ombre se détacha du garde-manger. Enzo dégaina son arme dans un mouvement fulgurant, braquant le silencieux sur le front de la silhouette. « Bouge et tu es fini », gronda-t-il le tonnerre, couvrant sa voix. La silhouette ne tressaillit pas, elle ne supplia pas, elle s'avança dans le mince filet de clair de lune qui passait par la fenêtre. C'était Sophie. Sophie Clark, la femme de chambre, la fille discrète, aux yeux noisettes qui pliait ses chemises et astiquait l'argenterie. Elle travaillait dans la maison depuis 2 ans, et pendant tout ce temps, Enzo n'était même pas sûr de l'avoir entendu prononcer plus de 10 mots. Oui, monsieur. Non, monsieur. Tout de suite, monsieur. Mais ce soir-là, elle ne regardait pas le sol, elle fixait droit le canon de son arme, la poitrine soulevée par une respiration haletante, les cheveux collés au front comme si elle avait couru. Elle ne portait pas son uniforme. Elle avait un t-shirt gris trop grand et un short pieds nus sur la pierre froide. « Monsieur Moretti ?» souffla-t-elle, la voix tremblante mais les yeux farouches. « Pourquoi es-tu réveillée, Sophie ?» Enzo baissa son arme d'1 pouce, mais son doigt resta sur la détente. « Et pourquoi te caches-tu dans le noir ?» Elle ne répondit pas. À la place, elle réduisit la distance entre eux. C'était une violation du protocole si grave qu'elle en devenait presque suicidaire. Elle tendit la main, ses petits
doigts calleux agrippant son manteau trempé. « Vous devez partir, murmura-t-elle. Maintenant. » Enzo fronça les sourcils, sa patience se brisant. « C'est ma maison. » Recule Sophie. « Je vous en supplie, » siffla-t-elle, serrant plus fort. « Vous ne deviez pas être ici. » Le manifeste de vol disait que vous étiez à New York jusqu'à mardi. Les plans changent. Enzo repoussa sa main. Qui est ici des intrus pires? Enzo eut un ricanement. Il n'y a rien de pire que des intrus dans la maison d'un don. Il se tourna de nouveau vers la porte du couloir. Sophie se jeta devant lui, son dos heurtant la porte dans un bruit sourd. Des larmes montaient maintenant dans ses yeux brûlantes et désespérées. Enzo arrêtez. Si vous allez là-bas, vous êtes un homme fini. Il se figea. Elle avait utilisé son prénom. Aucun domestique n'utilisait jamais son prénom. Il lui saisit la mâchoire, la forçant à le regarder. De près, il sentit son odeur. Vanille et terreur. « De quoi parles-tu » Elle porta un doigt tremblant à ses lèvres. « Restez silencieux » articula-t-elle sans voix, l'ordre suspendu dans l'air comme la lame d'une guillotine. « Écoutez simplement. » Elle passa la main derrière elle et entr'ouvrit la porte d'à peine un pouce. Le son du salon principal glissa jusque dans la cuisine. L'acoustique du manoir avait été conçue pour porter les voix lors des réceptions, mais ce soir-là, elle porta une conversation qui frappa Enzo plus fort qu'une balle à pointe creuse. « Le champagne s'est frais, chérie. Nous devrions porter un toast. » C'était Camilla, sa femme. Sa voix n'avait rien de somnolent. Elle était vive, excitée. « À la veuve Moretti » répondit une voix grave et rocailleuse. Enzo sentit le sang quitter son visage. Il connaissait cette voix, c'était Santino. Le taureau Rousseau. Son sous-chef, son meilleur ami depuis qu'il volait des enjoliveurs à Little Italy. « À nous » rit Camilla. Le tintement du cristal résonna. « Quand la nouvelle sera-t-elle annoncée ?»« L'avion s'est abîmé dans l'Atlantique il y a 20 minutes. » dit Santino, le bruit d'un coupe-cigare ponctuant sa phrase. Défaillance mécanique. Tragique. Les corps ne seront probablement jamais retrouvés. Enzo resta figé dans la cuisine sombre, la pluie froide sur sa peau lui semblant soudain glacée. Ils n'avaient pas seulement préparé un coup d'État, ils avaient piégé son jet privé. S'ils n'avaient pas pris cet autre avion, il serait en ce moment une carcasse perdue dans l'océan. Il baissa les yeux vers Sophie. Elle ne pleurait plus. Elle le regardait. Ses yeux étaient en des mares sombres de compréhension. Elle lui avait sauvé la vie. Mais pourquoi ? La prise de conscience frappa Enzo comme un coup physique, le faisant reculer d'un pas. Il regarda le Beretta dans sa main. Il lui sembla lourd, maladroit. Il avait assez de balles pour les abattre tous les deux. Il devait les abattre tous les deux. Défoncer ses portes, mettre 2 balles dans la poitrine de Santino et une dans la poitrine traîtresse de Camilla. Il fit un pas en avant, aveuglé par la rage. La main de Sophie se referma sur son poignet avec une force étonnante. « Non », murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du ronronnement du réfrigérateur. Enzo la regarda avec des yeux fous. « Lâche-moi, je vais les éliminer. »« Et ensuite ?» répliqua Sophie, son murmure tranchant comme un rasoir. Santino a 4 hommes postés au portail principal, 2 dans le jardin. Il n'est pas venu seul. Vous les éliminez. Son équipe de sécurité débarque et vous transforme en passoire avant que vous puissiez recharger. Vous êtes déclaré mort, Enzo. La famille fait confiance à Santino. Si vous apparaissez maintenant sans renfort, il retournera la situation. Il dira que vous avez perdu la tête. Il vous achèvera et prétendra à la légitime défense. Enzo serra les dents, les muscles de sa mâchoire tressautant. Elle avait raison. Stratégiquement, elle avait absolument raison. Il était en infériorité numérique, épuisé et officiellement mort. L'effet de surprise était sa seule arme. Mais c'était une arme à un seul tir. « Comment sais-tu pour la sécurité ?» demanda Enzo les yeux plissés. « Je leur ai servi du café, » dit simplement Sophie, avant de descendre ici pour me cacher. Ils pensent que je suis partie pour la nuit. Pourquoi n'es-tu pas partie ? Sophie baissa les yeux, une rougeur montant à ses joues presque masquées par l'obscurité.
J'ai oublié mon livre. Je suis revenue. Je les ai entendus parler. J'ai entendu le plan. Et tu m'as attendu. J'ai attendu pour vous prévenir ou pour vous pleurer. Quelque chose bougea dans la poitrine d'Enzo. Une chaleur étrange au milieu de la réalité glaciale de sa vie qui s'effondrait. Il l'éloigna de la porte et l'entraîna vers le garde-manger des domestiques. Un passage étroit bordé d'étagères d'huile et de pâtes importées. « Y a-t-il une sortie où ils ne nous verront pas ?» demanda Enzo en rangeant son arme. Il devait réfléchir. Il lui fallait une salle de guerre, pas une cuisine. La chute à linge, dit Sophie. Elle descend au sous-sol. Il y a un tunnel d'évacuation qui mène au hangar à bateau. Enzo la regarda impressionné. Je ne savais même pas que ce tunnel était accessible. Vous possédez la maison Monsieur Moretti, dit-elle un humour sec remontant malgré le danger. Vous ne la nettoyez pas. Enzo, la corrigea-t-il. Si nous survivons à ça, tu m'appelles N.I. Enzo. Si, souligna-t-elle. Ils avancèrent vers la buanderie attenante à la cuisine. Chaque craquement du plancher sonnait comme un coup de feu aux oreilles d'Enzo. Il entendait encore le murmure des voix venant du salon. Le rire de Camilla, un son qu'il avait autrefois aimé, ressemblait maintenant au ricanement d'une sorcière. « Et les comptes ?» demandait Camilla. Enzo s'arrêta, faisant signe à Sophie de ne plus bouger. Il devait entendre cela. « Déjà transférés, » répondit Santino. « Les avoirs aux îles Caïmans sont déverrouillés grâce à ces données biométriques, ou plutôt à la copie que tu as si gentiment obtenue pendant son sommeil. » Enzo porta instinctivement la main à son pouce. Camilla les nuits où elle lui avait tenu la main pendant qu'il dormait, les fois où elle avait nettoyé son téléphone. Elle avait récolté sa vie numérique morceau par morceau. « Et la bonne ?» demanda Santino. Le corps d'Enzo se glaça. Il regarda Sophie. Elle se raidit. « Sophie. » Camilla soupira l'air ennuyé. « Ce n'est personne. Une errante. Elle n'a pas de famille, pas d'histoire. Je l'ai renvoyée il y a 1 heure. Je lui ai dit de prendre sa soirée et de ne pas revenir avant lundi. Elle doit être à mi-chemin de la gare routière. »« Bien, » grogna Santino. « Les détails gênants salissent toujours tout. Si elle revient, occupe-toi d'elle. »« Avec plaisir. Elle est trop jolie pour son propre bien de toute façon. J'ai vu la façon dont Enzo la regarde quand il croit que personne ne l'observe. » Enzo cligna des yeux. Il regarda Sophie. Elle fixait le sol, la honte émanant d'elle. L'avait-il regardée ainsi? Il pensait avoir été discret. Il pensait seulement apprécier son efficacité. Mais peut-être que dans le vide solitaire de son mariage, ses yeux s'étaient attardés sur la seule douceur de sa vie. « Nous devons partir, » murmura Sophie en tirant sur sa manche. « Maintenant. » Enzo hocha la tête. Ils se glissèrent dans la buanderie. Il ouvrit la chute, un carré métallique dans le mur. C'était étroit. « Les dames d'abord, » marmonna-t-il. Sophie n'hésita pas. Elle agrippa les bords et se laissa glisser les pieds en avant dans l'obscurité. Un bruit sourd résonna quelques secondes plus tard. Enzo suivit le métal raclant, son costume taillé sur mesure, le projetant dans l'abîme de son propre sous-sol. Il atterrit sur une pile de draps. Le sous-sol sentait la lessive et la terre humide. Sophie était déjà devant la lourde porte de fer du tunnel d'évacuation, luttant avec le mécanisme rouillé de la roue. « Elle est coincée !» grogna-t-elle en forçant. Enzo la poussa doucement sur le côté. « Laisse-moi. » Il saisit la roue. Son épaule hurla de protestation, la vieille blessure se réveillant, mais il canalisa sa rage dans sa prise. Dans un grincement métallique dangereusement fort, la roue tourna. La porte gémit en s'ouvrant, révélant un tunnel noir qui sentait l'eau du lac et la pourriture. « Vas-y !» ordonna Enzo. Au moment où Sophie entra dans le tunnel, les lumières du sous-sol s'allumèrent soudain en clignotant. « Hé !» cria une voix depuis le haut de l'escalier. Enzo pivota en dégainant son arme.
En haut des marches du sous-sol se tenait Marco, l'un des hommes de Santino. Un colosse tenant une arme compacte. Les yeux de Marco s'agrandirent, arriérant. Il fixait un fantôme. « Patron ?» Enzo n'hésita pas. Il ne donna aucune explication. Il appuya 2 fois sur la détente. 2 tirs étouffés claquèrent un. Le silencieux fit son travail. Marco s'écroula, dévala les marches en bois et atterrit en tas aux pieds d'Enzo. « Bouge !» rugit Enzo, poussant Sophie dans le tunnel et refermant violemment la porte de fer derrière eux. Il fit tourner la roue, la verrouillant juste au moment où des balles commençaient à ricocher contre le métal de l'autre côté. Ils étaient dans le noir piégés dans un tunnel sous le domaine et la chasse venait de commencer. « Où ça débouche ?» demanda Enzo, sa voix résonnant dans l'espace humide. Il sortit son téléphone. Pas de signal. « Au hangar à bateau », dit Sophie, la voix tremblante de nouveau. « Mais Enzo, il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet du hangar. »« Quoi ?» lança-t-il sèchement en utilisant la lumière de son téléphone pour éclairer le chemin. « C'est là que je vis, dit-elle. » Les quartiers des domestiques dans la maison principale avaient de la moisissure. Vous ne le saviez pas. Alors, j'ai emménagé dans le loft au-dessus du hangar il y a 3 mois. Donc, elle avala difficilement. C'est là que je le garde. Que tu gardes quoi ? Elle le regarda droit dans les yeux, la lumière bleue du téléphone dessinant de longues ombres sur son visage. Le moyen de pression. Les dossiers. Enzo s'arrêta net. « Quel dossier, Sophie ? Je ne suis pas seulement une femme de chambre, Enzo, avoua-t-elle l'écho du tir encore suspendu à leurs oreilles. Mon vrai nom est Sofia Valente. Et mon père était l'homme que vous avez renversé pour prendre le trône. » Enzo se figea. La famille Valente. La guerre de 2018. Il les avait anéantis. « Je suis venue ici pour vous faire tomber, » dit-elle les larmes dévalant son visage. « J'ai passé 2 ans à attendre le moment parfait pour empoisonner votre scotch ou vous attaquer pendant votre sommeil. » Enzo leva lentement son arme et la pointa vers sa poitrine. « Donne-moi une seule raison de ne pas achever l'héritage de ton père, ici et maintenant. » Parce que... Sophie avança vers l'arme, sa poitrine touchant le silencieux. « Parce qu'en chemin, j'ai cessé de vous haïr, et j'ai commencé à les voir eux. Camilla et Santino. Ce sont eux qui ont vendu mon père pour vous le livrer. J'ai les preuves dans le hangar. J'ai des enregistrements. J'ai tout. » Enzo la fixa. Les retournements arrivaient trop vite. Sa femme était une traîtresse. Son meilleur ami était un usurpateur. Et la femme de chambre qui venait de lui sauver la vie était la fille de son plus grand ennemi. « Montre-moi, » dit Enzo en baissant son arme. « Mais si tu me trahis, Sofia, je brûlerai cette ville jusqu'à ses fondations avec toi à l'intérieur. »« Je sais, » murmura-t-elle. « C'est bien ce que j'espère. » Le tunnel était un cauchemar claustrophobe de gouttes d'eau et de rats fuyants. Enzo avançait avec l'efficacité d'un soldat, mais son esprit était une tempête. Sofia Valente, la fille de Carlo Valente, l'homme qu'Enzo avait abattu dans un entrepôt en 2018 pour mettre fin à une guerre de 3 ans. Il se souvenait des derniers jumeaux de Carlo. « Mon héritage te noiera. » Il n'avait pas compris que Carlo le pensait d'une façon aussi littérale. Ils atteignirent l'extrémité du tunnel, une lourde trappe de bois qui s'ouvrait dans le plancher du hangar à bateau. Enzo la poussa, surgissant dans l'air frais et moisi du local de stockage. Un élégant Riva Aquarama en acajou flottait doucement dans son emplacement, mais Sophie le contourna et grimpa précipitamment une échelle vers le loft. Enzo suivit arme dégainée, balayant la pièce du regard. C'était un petit espace modeste, mais chaleureux. Des livres étaient empilés partout, un petit lit de camp et sous une latte mal fixée du plancher sous le lit, une boîte métallique verrouillée. Sophie la sortit les mains tremblantes en composant la combinaison. Elle en tira une pile de papier jauni et une clé USB. « Tenez, dit-elle en les poussant vers Enzo. Regardez les dates.
Enzo parcourut les papiers dans la faible lumière venue du lac. Virements bancaires, journaux d'appel. 2018, murmura Enzo. Avant la fin de la guerre. Santino transmettait vos positions à mon père, dit Sophie d'une voix creuse. Il voulait votre mort à l'époque pour prendre votre place. Mais vous étiez trop bon. Vous avez survécu à chaque embuscade. Alors Santino a changé de camp. Il a vendu mon père pour gagner votre confiance, puis il a joué sur le long terme. Et Camilla était l'intermédiaire. Elle couchait avec Santino avant même de vous rencontrer. Elle vous a épousé pour vous distraire pendant qu'il vidaine vos comptes. Enzo sentit la bile lui monter à la gorge. Tout son mariage, toute son amitié la plus proche, tout n'avait été qu'une pièce de théâtre. Il regarda Sophie. « Pourquoi n'as-tu pas utilisé ça pour me détruire ?»« Je vous l'ai dit, » répondit-elle en soutenant son regard. « Je voulais vous tuer moi-même, mais ensuite je vous ai observé. Je vous ai vu faire les 100 pas dans la bibliothèque la nuit porter le poids des familles. Je vous ai vu traiter le personnel avec respect, contrairement à Santino, qui nous traite comme des meubles. J'ai compris que vous n'étiez qu'un soldat dans une guerre que vous n'aviez pas commencée. Vous avez tué mon père. Oui, mais Santino l'avait tué le premier en le trahissant. Un fracas de verre en bas brisa soudain l'instant. Ils sont là, siffla Enzo. Il saisit la boîte et la clé. Le bateau. Trop bruyant, dit Sophie. Si on démarre le moteur, ils l'entendront depuis la maison principale. Ils auront des tireurs sur la falaise. Alors on nage dans cette tempête. Nous allons nous noyer. Les yeux de Sophie balayèrent la pièce. Les motos aquatiques sous la bâche. Enzo regarda par-dessus la rambarde. 2 motos aquatiques noires étaient amarrées au ponton. Ils étaient plus rapides, plus discrets, mais exposés. « Tu sais piloter ?» demanda Enzo. « J'ai grandi en Sicile, Enzo. Je savais piloter avant de savoir marcher. » « Bien. Tu prends la tête. On file vers le sud en direction des lumières de Navy Pier, puis on coupe net vers le canal industriel. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas en arrière. » Ils descendirent l'échelle en hâte. Enzo l'aida à pousser le premier moto aquatique dans l'eau. Alors qu'il mettait le second à flot, la porte du hangar explosa. 3 hommes en tenue tactique se ruèrent à l'intérieur. Enzo n'hésita pas. Il tira 3 fois. Bam, bam, bam. 2 hommes tombèrent. Le 3e plongea derrière une pile de caisses. « Vas-y !» rugit Enzo en sautant sur son moto aquatique. Sophie mit le contact. Le moteur rugit. Elle accéléra, jaillissant de l'emplacement vers les eaux noires et agitées du lac Michigan. Enzo la suivit une fraction de seconde plus tard, juste au moment où les balles commençaient à déchiqueter le bois du ponton derrière lui. La pluie piquait comme des aiguilles. Les vagues montaient à 3 pieds, frappant la coque du moto aquatique. Enzo gardait la tête basse, suivant l'écume blanche du sillage de Sophie. Il voyait des lampes torches balayer l'eau depuis les falaises au-dessus de son domaine. Un projecteur du quai privé s'alluma fouillant les ténèbres. Pop, pop, pop. Les balles frappèrent de l'eau autour d'eux. Ils tiraient à l'aveugle dans la nuit. Sophie vira brusquement à gauche, les guidant vers l'ombre d'une immense digue. Elle connaissait le lac mieux que lui. Elle naviguait dans les courants traîtres avec une intrépidité qui faisait battre le cœur d'Enzo contre ses côtes. Pas de peur, mais d'adrénaline. Ils roulèrent pendant 20 minutes, le froid s'infiltrant jusqu'à leurs os, jusqu'à ce que les lumières du domaine Moretti ne soient plus qu'une lueur pâle à l'horizon. Ils ralentirent en entrant dans les eaux troubles du canal industriel, une zone bordée d'usines rouillées et d'entrepôts abandonnés. Ils coupèrent pour les moteurs et dérivèrent sous un ponton de bois pourri. Enzo resta assis un instant, la poitrine haletante, l'eau dégoulinant de son nez. Il regarda Sophie. Elle grelottait violemment son t-shirt gris trempé collé à sa peau, ses dents claquant. Il manœuvra son moto aquatique à côté du sien et tendit la main pour attraper la sienne. Elle était glacée. « Nous sommes vivants », dit-il d'une voix rauque. Sophie le regarda, le mascara coulant sur ses joues, les cheveux en désordre. Elle avait l'air à moitié noyée.
Et pourtant Enzo la trouva plus royale que Camilla ne l'avait jamais été couverte de diamants. « Et maintenant ?» demanda-t-elle entre ses dents qui claquaient. « Vous êtes mort aux yeux du monde. Vous n'avez pas d'argent, pas de soldats, et seulement les vêtements que vous portez. » Enzo serra sa main. Un sourire sombre et terrifiant se dessina sur son visage. Le sourire qui avait fait de lui le don. « Maintenant, dit-il, maintenant on va en enfer et on recrute le diable. » La planque n'était pas une maison. C'était un sous-sol sous une salle de boxe délabrée du Southside appartenant à un vieil entraîneur irlandais nommé Sully qui devait la vie à Enzo 3 fois. Sully ne posa pas de questions. Il se contenta de déverrouiller la lourde porte d'acier, de lancer une trousse de premiers secours et une bouteille de Jameson à Enzo, puis remonta frappé dans un sac. La pièce était dépouillée. Un canapé en cuir, une table, une lampe. Enzo ôta sa veste de costume ruinée et sa chemise. Les raflures de balles sur son épaule vieille de plusieurs mois le lançaient, et il avait une nouvelle entaille au bras à cause de la chute à linge. « Assieds-toi » ordonna Sophie. Elle avait trouvé une serviette et séché ses cheveux s'enveloppant dans un sweat à capuche de salle de sport trop grand appartenant à Sully. Enzo s'assit au bord du canapé. « Je peux le faire. »« Taisez-vous » dit-elle en ouvrant la trousse. Elle versa du whisky sur son bras. Enzo siffla mais ne se déroba pas. Elle travailla d'une main sûre, recousant la plaie. Le silence entre eux était épais, chargé du traumatisme partagé de la nuit et de l'intimité étrange de la situation. « Tu as de bonnes mains, » murmura Enzo en la regardant se concentrer. « Je voulais être chirurgienne, » dit Sophie en nouant le fil. « Avant la guerre, avant la mort de mon père, avant qu'on perde tout. J'ai fini par écurer des sols. » Enzo la regarda vraiment. « Je suis désolée pour ton père. C'était les affaires, mais cela t'a coûté une vie. »« Cela m'a coûté un avenir, » corrigea-t-elle. Elle leva les yeux, ses prunelles noisettes se verrouillant aux siennes. « Ne me faites pas regretter de vous avoir sauvé, Enzo. »« Je ne le ferai pas. » Il tendit la main, la paume enveloppant sa joue. Sa peau était chaude maintenant. Il n'aurait pas dû la toucher. Elle était un risque. Elle était la fille d'un ennemi. Mais dans ce sous-sol, avec le monde entier à leur trousse, elle était la seule chose réelle qui lui restait. Sophie s'appuya contre sa main une seconde, puis recula et se leva brusquement. La clé, il faut voir ce qu'il y a dessus. Enzo hocha la tête, chassant l'instant. Il brancha la clé USB sur un vieil ordinateur poussiéreux que Sully gardait sur le bureau. Ils passèrent les 3 heures suivantes en silence à parcourir les fichiers. C'était pire qu'Enzo ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement du vol, c'était le démantèlement systématique de l'Empire Moretti. Santino avait vendu des routes aux Russes. Il avait compromis les juges qu'Enzo tenait dans sa poche et Camilla. Enzo cliqua sur un fichier vidéo. C'était une image granuleuse de la caméra de sécurité dans sa propre chambre. On y voyait Camilla et Santino emmêlés dans ses draps. « Il est si ennuyeux, » disait Camilla dans la vidéo, traçant des cercles sur le torse de Santino. « Il parle d'honneur comme si ça payait les factures. J'ai hâte qu'il disparaisse. Je vais redécorer toute la maison. Du marbre blanc partout. Me débarrasser de ce bois sombre déprimant. »« Bientôt bébé, » rit Santino. « Mardi l'avion. » Enzo referma violemment l'ordinateur. La coque en plastique se fendit sous sa poigne. Il se leva, faisant les 100 pas dans la petite pièce comme un tigre en cage. L'humiliation brûlait plus fort que la trahison. Il riait de lui dans son propre lit. « Il pense que je suis mort, » murmura Enzo. « Ils pensent qu'ils ont gagné. »« C'est votre avantage, » dit Sophie depuis le canapé. « Ils vont devenir négligents. Ils vont célébrer. »« Quand auront lieu les funérailles ?» demanda Enzo. « En général 3 jours après un décès, » calcula Sophie. « Donc dimanche. »« Dimanche. » Enzo hocha la tête. Cercueil fermé évidemment, puisque mon corps est perdu en mer. Il se tourna vers Sophie. « Tu sais où traînent les Grecs ?» Sophie fronça les sourcils. « La famille Costas. Ils vous détestent.
Vous leur avez pris le territoire du port. Exactement. Enzo sourit, et ce n'était pas un beau sourire. Il me déteste, mais il déteste Santino davantage. Santino leur a promis de leur rendre les ports, n'est-ce pas, dans ses emails? Oui, répondit Sophie, la compréhension illuminant son visage. Il a promis de rendre le territoire une fois qu'il aurait pris le pouvoir. Mais Santino est un menteur, dit Enzo. Il a déjà vendu les ports aux Russes. Nous avons vu le contrat. Donc si vous montrez aux Grecs que Santino les a doublés, alors je n'ai pas besoin d'une armée, acheva Enzo. Il me suffit d'allumer une allumette. La réunion eut lieu dans l'arrière-salle d'un restaurant grec à 4 heures du matin. Enzo entra seul. Il portait des vêtements empruntés, un jean et une veste en cuir noir de Sully. Il ressemblait moins à un don qu'à un bagarreur de rue. Nikos Kostas, le chef de la mafia grecque, était assis dans une banquette en train de manger du souvlaki. C'était un homme massif avec une barbe comme de la laine d'acier. 4 gardes armés se tenaient autour de lui. Quand Enzo entra, les gardes dégainèrent aussitôt. « Doucement, » dit Enzo en levant les mains. « Je viens juste prendre mon petit déjeuner. » Nikos le fixa sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. « Moretti, tu es mort. J'ai vu les infos. Crash d'avion. »« Je vais mieux, » répondit Enzo d'un ton impassible. Il se glissa dans la banquette en face de Nikos. « Donne-moi une seule raison de ne pas te coller une balle dans la tête maintenant. » Nikos grogna faisant signe à ses hommes de ne pas tirer mais de garder Enzo en joue. « Parce que je suis le seul à pouvoir t'empêcher de perdre 10 millions de dollars, » dit Enzo. Il lança la clé USB sur la table. « Santino Rousseau. Il t'a promis de te rendre les ports si tu soutenais son coup d'état, n'est-ce pas ?» Nikos plissa les yeux. « Peut-être. Il les a vendus aux frères Volkov hier. » mentit Enzo avec fluidité. Enfin, à moitié. L'accord était en attente, mais Nikos n'avait pas besoin de le savoir. Vérifie les fichiers. Dossier marqué Port Authority. Nikos fit signe à l'un de ses hommes d'apporter une tablette. Il y brancha la clé. En faisant défiler les fichiers, son visage prit une teinte violette qui rappelait les oignons dans son assiette. « Ce malaka !» cracha Nikos en frappant la table du poing. « Il l'a juré sur sa mère. »« Santino n'a pas de mère, » dit Enzo. « Il a été engendré dans un égout. » Enzo se pencha en avant. « Voici le marché Nikos, je suis mort, et je reste mort jusqu'à dimanche. Dimanche à mes funérailles, tous les chefs des 5 familles seront là. Santino sera là, prêt à accepter la couronne, et je veux que tu me prêtes 10 de tes meilleurs hommes. Pas pour le tuer, juste pour sécuriser le périmètre. Je veux entrer seul. Mais j'ai besoin de savoir que lorsque je le ferai, ces gardes dehors ne se précipiteront pas pour le sauver. »« Et moi, qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda Nikos en s'essuyant la bouche. « Tu récupères les ports, » dit Enzo. « Pour de vrai cette fois. Et tu auras le plaisir de regarder Santino Rousseau supplier. » Nikos regarda Enzo un long moment, puis il éclata de rire. Un rire tonitruant qui secoua le restaurant. « Tu as du crin, Moretti. Je l'ai toujours dit. Fou, mais du crin. » Et Nikos tendit une main graisseuse. « On a un accord. » Enzo la serra. Il sortit du restaurant dans la lumière qui précédait l'aube. Sophie l'attendait au coin de la rue dans la Ford Taurus cabossée de Sully. « Alors ?» demanda-t-elle lorsqu'il monta. « On est en affaires, » répondit Enzo. Il la regarda. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, mais elle était toujours là, toujours avec lui. « Tu devrais partir, Sophie, dit-il doucement. Prends que la voiture roule jusqu'au Canada. J'ai un compte là-bas auquel je peux te donner accès. Recommence à 0. »« Non, dit-elle en passant la vitesse. Pourquoi ça devient dangereux maintenant ? Les balles vont voler. Je ne vous laisse pas, Enzo. Pourquoi ? Elle le regarda et la sincérité à vif dans ses yeux lui coupa le souffle. Parce que vous êtes la première personne de ma vie qui ne m'a pas menti. Et parce que je veux voir le visage de Camilla quand vous franchirez cette porte. Enzo rit doucement. Un vrai son. Tu es rancunière, Sofia Valente. J'ai appris auprès des meilleurs, répliqua-t-elle avec un sourire en coin.
Conduis, dit Enzo, en s'adossant et en fermant les yeux. Nous avons des funérailles à honorer. Le dimanche matin arriva enveloppé d'une brume grise parfaite pour les funérailles d'un roi. Le service avait lieu dans la chapelle privée du domaine Moretti, une haute structure gothique de pierre et de vitraux. Toutes les grandes figures du crime de Chicago à New York étaient présentes. Le parking était une mer de tout-terrain noir et de gardes du corps au visage fermé. À l'intérieur, l'air était lourd du parfum des lys blancs et des parfums de luxe. Un cercueil ouvert reposait devant l'autel vide, bien sûr, symbole du corps perdu en mer. Un grand portrait d'Enzo sévère et invincible se tenait sur un chevalet à côté. Camilla était debout à la chère vision de beauté tragique dans une robe noire en dentelle, Dior sur mesure et un voile qui masquait ses yeux secs. Elle serrait un mouchoir tamponnant des larmes invisibles. Enzo était plus qu'un mari, dit-elle, la voix tremblante avec une perfection travaillée. Il était mon ancre, mon protecteur. Le perdre si soudainement, c'est comme si l'on avait arraché le soleil du ciel. Au premier rang, Santino Russo était assis la tête baissée, jouant le rôle du frère endeuillé. Il portait un brassard noir sur son costume. De temps en temps, il tendait la main pour serrer celle de Camilla lorsqu'elle semblait vaciller. Les 5 familles observaient hochant la tête avec compassion. Elles avaient déjà accepté la transition du pouvoir. Santino était l'héritier évident. Il aurait voulu que nous soyons forts, poursuivit Camilla en regardant la foule. Il aurait voulu que la famille reste unie sous une direction forte. Elle lança un regard lourd de sens à Santino. Santino se leva boutonnant sa veste. Il monta jusqu'à la chaire et posa une main réconfortante sur l'épaule de Camilla. « Merci Camilla, dit Santino, sa voix rocailleuse, projetant l'autorité. Je te le promets, et je vous le promets à tous. J'honorerai la mémoire d'Enzo. Je dirigerai cette famille avec la même force que lui. Vraiment. » La voix tonna depuis le fond de la chapelle, déchirant le silence comme un coup de tonnerre. Toutes les têtes se tournèrent. Camilla se figea. Les yeux de Santino s'écarquillèrent. Les lourdes portes de chêne de la chapelle s'ouvrirent. Enzo Moretti se tenait dans l'embrasure. Il ne portait pas de costume. Il portait un jean sombre à un col roulé tactique noir et un long trench coat. Il avait l'air rude, dangereux et bel et bien vivant. À côté de lui se tenait Sophie. Elle portait un tailleur pantalon noir impeccable, acheté en liquide le matin même. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son menton levé. Elle n'avait pas l'air d'une femme de chambre. Elle avait l'air d'une reine. « Enzo » murmura Camilla, toute couleur quittant son visage. Elle agrippa la chair si fort que ses articulations blanchirent. « C'est un miracle. »« Garde ta comédie, ma chérie, » dit Enzo, la voix calme, mais chargé d'un tranchant mortel, tandis qu'il avançait dans l'allée centrale. Ses pas résonnaient sur le sol de pierre. Clic, clic, clic. La foule s'écarta devant lui comme la mer rouge. Les murmures éclatèrent. Il est vivant. C'est un fantôme. Santino fut le premier à se reprendre. Sa main partit vers sa ceinture. C'est un imposteur. Sécurité. Ta sécurité n'est plus là. Santino, dit Enzo sans ralentir. Nikos Kostas te transmet ses salutations. Ces hommes sont en train de soulager ton équipe de ses armes dehors. Santino regarda vers les sorties latérales. Des hommes grecs sortirent de l'ombre des vestibules, bras croisés, hochant la tête vers Enzo. Santino était piégé. Enzo atteignit l'autel. Il s'arrêta à 5 pieds de sa femme et de son meilleur ami. De près, il voyait la terreur dans leurs yeux. C'était enivrant. Tu as l'air déçu, Santino. Enzo sourit froidement. Le champagne t'était resté sur l'estomac. Enzo, mon frère, balbutia Santino en levant les mains. Nous pensions que tu étais mort. Les rapports. L'avion. L'avion que tu as saboté, demanda Enzo. Non, jamais. Qui t'a raconté ces mensonges? Santino pointa un doigt tremblant vers Sophie. Elle, la bonne, elle est folle, Enzo. Elle te volait. Nous l'avons renvoyée. Enzo se tourna vers l'assemblée. Mon sous-chef prétend que je mens.
Il prétend que ma femme est une veuve éplorée. » Enzo sortit une petite télécommande de sa poche et la pointa vers l'écran de projection installé pour montrer un montage de sa vie. Au lieu des photos d'Enzo, l'écran s'alluma sur les images de sécurité de la chambre. L'image était nette. Santino et Camilla emmêlés dans les draps. L'audio résonna dans les haut-parleurs de la chapelle. Quand la nouvelle sera-t-elle annoncée? L'avion s'est abîmé dans l'Atlantique il y a 20 minutes. Défaillance mécanique. Tragique. Des exclamations parcoururent la salle. Les chefs des 5 familles se regardèrent, leurs expressions se durcissant. Dans leur monde, le meurtre était une affaire commerciale. Mais la trahison coucher avec la femme du don et piéger son avion, cela relevait du péché puni par la mort. Camilla tomba à genoux sanglotant pour de vrai cette fois. « Enzo, je t'en supplie. » « Il m'a forcé. J'avais peur. » Enzo la regarda sans la moindre émotion. « Vraiment, tu avais peur ? Tu avais pourtant l'air très enthousiaste à l'idée de dépenser mon argent aux îles Caïmans. » Il se tourna vers Santino. « Et toi, tu as vendu les routes du port aux Russes. Tu as trahi nos plus anciens alliés. » Il hocha la tête vers la délégation grecque au fond. Santino comprit que tout était fini. La mascarade s'achevait. Il gronda, sortant un revolver à canon court dissimulé dans son étui de cheville. « Espèce de fils de... » Le tir ne vint pas de Santino. Il vint de Sophie. Elle se tenait près d'Enzo, un pistolet fumant à la main. Elle l'avait tiré de sa veste avec une rapidité qui stupéfia la salle. Son tir était juste. Santino agrippa son épaule en criant, lâcha son arme et tomba au sol. Enzo regarda Sophie impressionnée. « Joli tir. Tu as raté le cœur, cela dit. »« Je ne visais pas le cœur, » dit Sophie froidement. « Je visais son épaule. Il n'aura pas droit à une sortie facile. Il doit répondre de ce qu'il a fait à mon père. » La salle se tut. « Ton père ?» haleta Santino en serrant son épaule blessée. « Qui es-tu ?»« Je suis Sofia Valente, » annonça-t-elle sa voix résonnant avec clarté. « Fille de Carlo Valente, l'homme que tu as trahi pour grimper au sommet. » La révélation frappa la salle comme une bombe. Le nom Valente était légendaire et voir sa fille debout aux côtés d'Enzo Moretti était l'unification de 2 lignées ennemies. Enzo posa une main dans le dos de Sophie. « Emmenez-les !» Les hommes de Nikos avancèrent, saisissant une Camilla hurlante et un Santino ensanglanté. « Enzo, je suis ta femme !» cria Camilla tandis qu'on la traînait dans l'allée. « Tu es veuve !» corrigea Enzo, « mais pas de moi !» Quand les portes se refermèrent sur les traîtres, Enzo se tourna vers la salle de mafieux stupéfait. Il ajusta son manteau. « Toutes mes excuses pour l'interruption !» dit Enzo avec aisance. « Mais je crois que j'ai des funérailles à annuler. Il y a du travail. » Le silence qui suivit le coup de feu dans la chapelle était plus lourd que le plomb qui venait de fracasser l'épaule de Santino. L'écho de la détonation semblait rester suspendu sous la voûte se mêlant à l'odeur des lises et de la fumée. Santino se tordait sur le sol de marbre, tenant son épaule, sa blessure marquant la pierre blanche immaculée. Un contraste brutal avec les funérailles parfaitement orchestrées qu'il avait planifiées. Camilla ne criait plus. Elle était figée les yeux allant de l'homme qu'elle avait trahi à la femme qu'elle avait tourmentée. Enzo ne regarda pas l'assemblée. Il ne regarda pas les 5 autres dons qui observaient de la scène avec un mélange de stupeur et de respect calculateur. Il ne regardait que Sophie. Elle n'avait pas baissé son arme. Sa main était stable, sa respiration contrôlée. Elle ressemblait à une statue de vengeance taillée dans la glace. « Nikos » dit calmement Enzo, brisant le silence. Le chef de la mafia grecque s'avança. Un sourire sombre collé au visage. « Enzo, un service magnifique. D'habitude, je déteste les funérailles, mais celle-ci m'a plu. Videz la salle !» ordonna Enzo, sa voix basse portant jusqu'au dernier banc. « Les familles peuvent attendre dans la salle de réception. Je leur parlerai dans 1 heure. Pour l'instant, c'est une affaire de famille. » Lorsque la salle se vida, ne laissant qu'Enzo, Sophie, les gardes de Nikos et les 2 traîtres, l'atmosphère passa de la stupeur au jugement.
Enzo s'approcha de Santino qui cherchait son souffle. Il poussa la jambe de son ancien meilleur ami du bout de sa botte. « Relevez-le » ordonna Enzo. 2 hommes de Nikos hissèrent Santino à genoux. 2 autres saisirent Camilla. Elle se mit à pleurer un son déchiqueté laid qui irrita les nerfs d'Enzo. « Enzo, regarde-moi » sanglota Camilla, le mascara coulant sur son visage et la faisant ressembler à un clown tragique. « C'était lui, Santino m'a menacé. Il a dit qu'il me tuerait si je ne lui donnais pas tes codes. Je l'ai fait pour survivre, Enzo. Je voulais me sauver pour préserver ton souvenir. » Enzo s'accroupit pour être à sa hauteur. Il tendit la main et glissa une mèche rebelle derrière son oreille. La tendresse du geste la fit sangloter, encore plus persuadée qu'elle était pardonnée. « Tu sais, Camilla, » dit doucement Enzo, « j'ai presque envie de te croire. Mais ensuite, je me souviens de l'enregistrement audio. Tu ne pleurais pas quand tu parlais de redécorer la maison. Tu n'avais pas peur quand tu riais à l'idée que mon nom disparaisse dans l'Atlantique. » Il se redressa, son visage durcissant comme de la pierre. « Tu n'étais pas une victime, tu étais une investisseuse. Tu as parié contre moi. Et tu as perdu. » Enzo se tourna vers Sophie. « Que veux-tu faire d'eux » Sophie rangea son arme. Elle marcha vers eux, les talons de ses nouvelles bottes claquant à un rythme régulier. Elle s'arrêta devant Santino. « Mon père, dit-elle d'une voix calme, a supplié pour sa vie dans un entrepôt sur les docks. Il a demandé 5 minutes pour dire adieu à sa fille au téléphone. Tu lui as dit non. Tu as dit que les morts ne passaient pas d'appel. » Santino cracha à ses pieds, même si son défi sonnait faible. « Il était faible comme toi. »« Je ne suis pas faible, Santino, » répondit Sophie en inclinant la tête. « J'ai vécu dans les murs de la maison de ton ennemi pendant 2 ans. Je t'ai servi du café pendant que tu planifiais des trahisons. Je t'ai écouté te vanter de ton génie pendant que je lavais ta vaisselle sale. Et maintenant, c'est moi qui décide si tu t'écroules sur ce sol ou non. » Elle se tourna vers Enzo. « Ne les éliminez pas. » Enzo leva un sourcil. « La pitié, Sophia, c'est dangereux. »« Pas de la pitié, » corrigea-t-elle. « Une punition. Si vous les éliminez, leur souffrance s'arrête en 1 seconde. Ils deviennent des tragédies, peut-être des martyrs. Mais s'ils vivent... » Elle regarda Camilla dont les yeux s'écarquillèrent de confusion. « Dépouillez-les, » ordonna Sophie. « Pardon, » haleta Camilla. « Tu l'as entendu ?» Enzo hocha la tête vers les gardes. « Prenez tout, » poursuivit Sophie, sa voix gagnant en force. « Les Rolex, les diamants, les clés des appartements de luxe, l'accès au compte à l'étranger, tout. Je veux qu'ils quittent cette église avec rien d'autre que les vêtements sur le dos. » Enzo croisa les bras, intrigué. « Et ensuite ?»« Et ensuite ?» dit Sophie, un sourire sombre effleurant ses lèvres. « On les met dans un avion cargo ? Pas vers les Andes ? C'est trop exotique. On les envoie dans un camp de travail isolé, près des mines de sel de Sibérie. J'ai un contact là-bas depuis l'ancien temps. Un homme qui doit une faveur à la famille Valenté. Ils ont besoin de travailleurs. Des travailleurs non payés, non reconnus. » Camilla hurla. « Non, Enzo, s'il te plaît, finis-en. S'il te plaît, finis-en. » Pour une femme qui avait passé sa vie drapée de soie et baignée dans du lait importé, la perspective d'un travail forcé dans un froid glacial était une terreur au-delà de toute compréhension. C'était le démantèlement complet de son identité. « J'aime ça » dit Enzo. Il fit signe aux gardes. « Sortez-les de ma vue. S'ils parlent, bâillonnez-les. S'ils courent, arrêtez-les. Mais gardez-les en vie. Je veux qu'ils se souviennent de cette journée pendant les 40 prochaines années. » Alors qu'on les traînait hors de la chapelle en hurlant, Enzo sentit un poids quitter sa poitrine. Ce n'était pas seulement le poids de la trahison. C'était le poids de la couronne. Il comprit pour la première fois depuis des années qu'il ne la portait plus seul. La semaine suivante fut un flou de reconstruction. Le récit fut façonné avec expertise.
La version officielle disait que Santino Rousseau avait tenté un coup d'État et était mort tragiquement lors d'une fusillade avec des loyalistes. Camilla avait fui le pays dans la honte. Les 5 familles acceptèrent cette version des faits, c'était dit, parce qu'elle préservait la stabilité et parce qu'Enzo leur offrit des tarifs avantageux sur les nouvelles routes maritimes qu'il avait sécurisées avec les Grecs. Le vendredi, le domaine Moretti avait retrouvé une apparence de normalité. Les traces de dégâts dans le hangar à bateaux avaient été réparées. Le personnel secoué mais loyal était retourné à ses tâches. Mais le silence dans la maison était différent désormais. Ce n'était plus le silence lourd et comprimé des secrets. C'était le calme d'un nouveau départ. Enzo était dans la bibliothèque, le feu crépitant dans l'âtre. Il versait 2 verres d'un scotch de 1940, une bouteille, qu'il gardait pour son 10e anniversaire de mariage. Mais cette occasion paraissait bien plus digne. Il entendit la porte s'ouvrir. Sophia se tenait là. Elle avait troqué l'uniforme de femme de chambre contre un chemisier crème ajusté et un pantalon anthracite. Elle avait l'air professionnelle, incisive et d'une beauté à couper le souffle, mais elle tenait une valise à la main. La main d'Enzo se figea au milieu du geste. Il posa lentement la bouteille. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il, la voix soigneusement neutre. Sophia entra dans la pièce et laissa la valise près de la porte. « Le compte au Canada est actif. J'ai vérifié ce matin. C'est plus d'argent que je pourrais en dépenser en 3 vies, Enzo. Merci. »« Tu l'as gagné, » dit Enzo. Il prit les verres et s'approcha d'elle, lui en tendant un. « Donc c'est ça. Tu prends l'argent et tu t'en vas. » Sophia prit le verre faisant tourner le liquide ambré. Elle ne croisait pas son regard. « C'était le marché non, je vous aide à reprendre votre vie et vous m'en donnez une nouvelle. Je peux enfin redevenir Sophia Valente. Je peux aller en Californie ou en Europe. Personne ne me connaît là-bas. Je peux simplement être une femme, pas une domestique, pas une espionne. C'est ce que tu veux ?» demanda Enzo en s'approchant. « Être seulement une femme. » Sophia leva alors les yeux vers lui, et le conflit dans ses yeux noisettes était douloureux à voir. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « C'est ce que je croyais vouloir. Pendant 2 ans, pendant que je récurais vos sols, j'ai rêvé d'être assise dans un café à Paris, de lire des livres et de ne plus jamais regarder par-dessus mon épaule. Mais... Elle but une gorgée de scotch, la brûlure semblant voler sa résolution. Mais cette semaine, en travaillant la logistique avec vous, en négociant avec Nikos, en trouvant les fuites dans la comptabilité, j'ai senti une énergie électrique. C'était comme si je me réveillais après un long coma. Enzo fit un pas de plus envahissant son espace. Il sentait le tabac et la pluie. Tu as l'esprit de ton père, Sophia. Carlo était un stratège brillant. Il était seulement entouré de serpents. Tu as son don. Le gaspiller dans un café à Paris serait une tragédie. Et quelle était l'alternative ? Elle le défia, la voix montant légèrement. Rester ici en tant que quoi, l'ancienne bonne, le cas de Charité, la fille de votre ennemi vivant sous votre toit. Non, dit fermement Enzo. Jamais ça. Il retourna à son bureau et prit un épais dossier en cuir. Il le lui tendit. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle. Ouvre-le. Sophia posa son verre et ouvrit le dossier. C'était un document légal, un accord de partenariat, non pas pour une entreprise, mais pour le trust qui possédait tout l'empire Moretti. Je restructure, dit Enzo en s'appuyant contre le bord de son bureau. Le poste de sous-chef est obsolète. Il encourage l'ambition et la trahison. Je crée un conseil, une dualité. 2 signatures seront nécessaires pour chaque décision majeure. L'une est la mienne. Sophia parcourut le document, les yeux s'agrandissant. Et l'autre ? La tienne, dit Enzo. Elle lâcha le dossier sur le bureau et recula. Vous êtes fou. Les 5 familles n'accepteront jamais une femme, surtout une Valente. Elles se révolteront. Qu'elles essaient. Enzo haussa les épaules, une lueur dangereuse dans les yeux. Elles t'ont vu dans cette église. Elles ont vu qui a tiré. Elles te craignent, Sophia. Et ce qu'elles ne craignent pas, elles le respectent.
En plus, avec les Grecs derrière, nous sommes intouchables. Enzo, c'est la moitié de votre empire. C'est un empire que je n'aurai plus sans toi, répliqua-t-il. Il réduisit encore la distance entre eux, et cette fois il ne s'arrêta que lorsqu'il fut à quelques pouces d'elle. Il tendit les mains et prit les siennes. Elles étaient encore rugueuses en les callosités laissées par les produits d'entretien s'effaçant lentement mais toujours présentes. La carte de son histoire. « Je ne veux pas d'une subordonnée Sophia », dit-il, la voix tombant en un murmure rauque. « J'ai eu des subordonnées. J'ai eu une femme qui souriait, hochait la tête et planifiait ma mort. Je suis fatiguée de regarder par-dessus mon épaule. Je veux regarder à côté de moi et voir la seule personne qui connaisse la vérité. La vérité, souffla-t-elle, le cœur battant contre ses côtes. La vérité que nous sommes pareils, dit Enzo. Nous sommes deux fantômes qui refusent de rester morts. Nous sommes tous les deux des monstres créés par cette ville et nous sommes tous les deux terriblement seuls. Une larme glissa sur la joue de Sophia. Il avait raison. L'adrénaline de la fuite l'avait masquée, mais la solitude était un gouffre béant qu'elle portait depuis la mort de son père. « Je ne peux pas être votre femme de chambre, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ne serai plus silencieuse. »« Je ne veux plus jamais que tu sois silencieuse, » jura Enzo. « Crie basse-toi, règne. Fais-le seulement ici avec moi. » Il se pencha, son front reposant contre le sien. « Ne monte pas dans cet avion, Sophia. Paris est ennuyeux et le café y est surestimé. » Un rire jaillit de sa poitrine, un son vrai chaleureux qui brisa la tension. Elle le regarda vraiment et ne vit pas le boucher mais l'homme qui était resté avec elle dans un sous-sol pendant qu'elle recousait ses blessures. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord, je reste. » Enzo relâcha un souffle qu'il avait l'impression de retenir depuis une semaine. Il l'embrassa, puis ce fut un baiser lent, brûlant au goût de scotch et de promesses. Ce n'était pas le baiser désespéré, nourri d'adrénaline de la planque. Il était délibéré. C'était un contrat signé dans le souffle et la peau. Lorsqu'ils se séparèrent, Enzo se dirigea vers le tiroir du bureau et en sortit une boîte de velours. Il épingla l'écusson Moretti Valenté à son chemisier, juste au-dessus de son cœur. « Bienvenue chez toi, patronne, » sourit-il. Sophia toucha l'insigne ses doigts, effleurant l'or. Elle regarda la valise près de la porte, puis l'homme debout devant elle. « Une condition, dit-elle, les yeux se plissant avec malice, son esprit vif revenant. Nomme-la. L'aile sud, je la refais. Je déteste les rideaux. Brûlez-les. » Enzo éclata de rire. « Brûle tout si tu veux, tant que tu reconstruis avec moi. » Sophia se dirigea vers la valise, la prit et la tendit à Enzo. « Pense-toi utile, Enzo, » lança-t-elle avec un sourire en coin en se dirigeant vers la porte. « Monte ça à l'étage. J'ai une réunion avec l'autorité portuaire dans 20 minutes. Nous avons une cargaison à intercepter. » Enzo la regarda s'éloigner. Le balancement de ses hanches commandait la pièce. Le couloir, la maison entière. Il rit doucement, secouant la tête en ramassant son sac. La femme de chambre avait disparu. La reine était arrivée. Et pour la première fois de sa vie, le roi était parfaitement heureux de recevoir des ordres. Et voilà comment la femme de chambre, à qui l'on avait ordonné de rester silencieuse, finit par réduire au silence tout le monde souterrain. Enzo et Sophia ne se contentèrent pas de survivre. Ils réécrivirent les règles du jeu. C'est un rappel que parfois la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas celle qui tient une arme, mais celle qui sert le café. La loyauté ne se mesure pas à celui qui est resté le plus longtemps à vos côtés. Elle se mesure à celui qui reste quand la tempête frappe. Nous travaillons avec des moyens très limités et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et continuer à créer d'autres histoires. Merci pour votre soutien.